SNCF. Paie-t-il le fait d'avoir contourné la réforme des retraites sans l'aval du gouvernement? Jean-Pierre Farandou ne sera pas reconduit pour un deuxième mandat. Officiellement, c'est son âge, 68 ans en 2025 qui est en cause. Il répondait cet après-midi aux questions des sénateurs et justifiait son accord polémique sur les départs progressifs à la retraite des cheminots. On l'écoute. Un infatigable du dialogue social. J'ai entendu les doutes et les critiques. Ma conviction, c'est que c'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Une sérieuse mise au point. Je suis un infatigable du dialogue social, dit notamment le patron de la SNCF. Alors, quels sont les dessous politiques de cette non-reconduction et qui prendra la tête de la SNCF après les Jeux Olympiques? Pour répondre à ces questions, j'accueille Thomas Cavel, qui est secrétaire général de la CFDT Cheminot, Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV, et Christophe Barbier, éditorialiste politique de notre chaîne. Gaëtan, Jean-Pierre Farandou aurait atteint cette fameuse limite d'âge de 67 ans, donc en fait 68 en 2025, mais le gouvernement a fait le choix donc de se séparer de lui avant. Je rappelle que le patron de la SNCF vient de signer un accord jugé très généreux sur les départs progressifs à la retraite des cheminots, et cela pour éviter une grève en mai sans consulter le gouvernement. C'est correctement résumé ? Oui, sauf la fin. Oui. Est-ce qu'il a effectivement, il n'a pas consulté le gouvernement? Tout est dans la question. En fait, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que Jean-Pierre Farandou a été mandaté par le gouvernement en 2023 pour mener justement un accord avec les organisations syndicales sur les fins de carrière, sur la pénibilité et sur le travail des seniors. Ce qu'a fait Jean-Pierre Farandou. Et par ailleurs, lorsque vous regardez la signature de l'accord qui est intervenue avec 4 organisations syndicales, on rappelle que c'est quand même historique. Oui, c'est exceptionnel à la SNCF. Notamment que Sud signe un accord de la direction de la SNCF. Eh bien, Patrice Vergrit, qui est le ministre des Transports, sur notre antenne, s'est félicité de l'accord qui venait d'être signé en indiquant qu'il était gagnant-gagnant. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sort du bois et critique cet accord. Alors, pourquoi? Il indique qu'il n'était pas au courant. Comment pouvons-nous le croire? Vous imaginez bien que Jean-Pierre Farandou, il n'a pas fait sa cuisine en interne seul avec les organisations syndicales. Bien sûr que non. D'une, le ministre des Transports était au courant et de fait, forcément, Bruno Le Maire l'était aussi. Pourquoi cette attitude de notre ministre de l'économie? Parce qu'on est en période électorale. Doublement une période électorale par rapport aux européennes, donc il faut faire attention aux signes qu'on donne aux électeurs et donner l'impression aux électeurs qu'ils ont été dupés, qu'ils subissent une réforme des retraites dont d'autres sont dispensés, c'est mécontenter. Ça peut énerver, oui. Et l'autre période électorale, si j'ose dire, elle est à l'intérieur de la majorité. Depuis la parution de son livre, Bruno Le Maire pourchasse les économies, explique que les comptes publics sont en danger, donner l'impression que l'État va peut-être devoir renflouer une SNCF qu'on aurait besoin, ou que les contribuables vont être sollicités, c'était envoyer un message contraire. Mais donc ça veut dire qu'on a quand même un gouvernement et un ministre de l'économie qui nous font un sketch depuis une semaine là. Ça s'appelle la politique. Une divergence entre le ministre des Transports et le ministre de l'économie, une divergence entre le ministre de l'économie et son patron de la SNCF. Par ailleurs, ça permet au gouvernement, à l'exécutif, de reprendre la main sur la nomination du successeur de M. Farandou. Et ça va avoir son importance. Vous voulez dire de créer une pression forte? Une pression forte. Et puis de pouvoir incarner une page nouvelle. Les consommateurs ne sont pas contents de la SNCF parce que c'est très cher. Il y a le problème de l'introduction de la concurrence. On attend beaucoup de la concurrence, mais elle arrive à petite dose. Il y a évidemment le grand défi des Jeux Olympiques. Après, on verra dans quel état est le rapport entre l'opinion et le service public. Donc le successeur qu'on connaîtra pendant l'automne, probablement, eh bien, il va avoir tous ces défis à relever. C'est pas un hasard si on a découvert aussi dans la presse au même moment le visage du futur TGV. Donner l'impression que si, il y a quand même du neuf qui arrive, ça avance, il y a des nouvelles rames, il y a des progrès. Il va être beau notre TGV. Ça participe d'une communication globale. Bon, Thomas Cavel, comment accueillez-vous l'annonce de cette non-reconduction de Jean-Pierre Farandou à la tête de votre entreprise? Tout d'abord, vous l'avez évoqué, effectivement, toute une séquence pour une très mauvaise polémique autour d'un accord qui est bon et qui est juste. Il faut rappeler effectivement que sur cet accord, c'est vrai, ça ne coûte pas un centime aux contribuables, aux usagers. Ça a été rappelé cet après-midi par Jean-Pierre Farandou, à juste titre, au Sénat. Donc, ce sont des éléments, effectivement, autour d'un accord qui, en plus, est nécessaire et qui ne parle pas uniquement de fin de carrière pour les départs, mais qui pose aussi des conditions pour le maintien de l'emploi de ceux qui souhaitent rester, d'un dispositif autour de la pénibilité, donc des sujets qui, en plus, avaient été posés par le gouvernement à l'époque sur cette très mauvaise réforme
autour des retraites, qui ne nous empêche pas, nous, évidemment, de négocier de bons accords. Et c'était d'ailleurs ce qui était demandé. Aller discuter de la pénibilité dans les entreprises et dans les branches. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de ressenti d'instrumentalisation, mais surtout, le principal message qui est passé, c'est quoi? C'est de dire que le gouvernement est contre le progrès social. Très clairement. C'est une adresse aux cheminots, mais c'est une adresse à l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on peut conclure. Et par ailleurs, vous l'avez évoqué à l'instant, on saura au mois d'octobre, on saura à l'automne, on saura, d'ailleurs on ne sait pas quand, parce que le communiqué du gouvernement est extrêmement lapidaire. Oui, d'autant plus qu'on lui demande de continuer des bons offices pour toutes sortes de choses, tout en lui expliquant que normalement il ne devrait plus être là. Ce qui est quand même incroyablement paradoxal. C'est le deuxième message effectivement qui est adressé, c'est qu'il n'y a pas de perspectives qui sont données pour les salariés de la SNCF pour le ferroviaire en règle générale. Ah oui, mais alors pardonnez-moi, ce soir vous pouvez pas. Alors, on vient de sacrifier votre président parce que l'État estime, même si c'est une question essentiellement politique, qu'il a été trop généreux avec vous. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est qu'effectivement, c'est la promesse du pain noir. Ça ne sera pas le cas vraiment vous concernant, vous le savez très bien. Bah écoutez, c'est strictement rien. En tout cas, ce qui est dit aujourd'hui, très clairement, c'est un bon accord qui est juste et condamné, effectivement, alors que c'est le produit du dialogue social. Je rappelle quand même que dans les paradoxes que vous évoquez, c'est quand même ce même gouvernement qui en 2018 dit la SNCF juste pour les cheminots qui faisait, pardonnez-moi, je vous interromps un instant quand même, c'est juste pour les cheminots avec un chantage à la grève qui pesait sur les Jeux Olympiques qui arrivent dans notre pays. Mais, attendez, sur la question effectivement du rapport de force qu'il y a autour de ces éléments. Parlons-nous simplement, ça sera franchement beaucoup plus facile. On sort d'une situation où vous n'êtes pas les plus malheureux dans notre pays et tout le monde peut s'en réjouir, et où une pression sur les JO vous a permis d'avoir un nouvel accord avec votre patron. D'abord, il ne vous a pas échappé effectivement que le rendez-vous des JO amène à des négociations à peu près partout, dans des endroits qui sont effectivement essentiels. Oui, mais on ne dira pas oui à tout le monde. Et tout le monde n'a pas les moyens de pression du personnel de la SNCF, vous le savez très bien. Tout à fait, mais ce que vous dites effectivement sur le côté plus généreux, revenons à la question aussi de la pénibilité que traite cet accord. Cette question de la pénibilité, elle est fondamentale. Parce que cet accord, il pose, au fond, les conditions en fin de carrière pour des agents qui ont commencé très tôt, pour des agents qui sont effectivement sur des métiers à pénibilité avérée. Et c'est pas nous qui le disons, c'est de la pénibilité avérée. C'est une disposition qui porte d'un décret. Donc c'est la réglementation qui pose ces éléments-là. Donc, effectivement, qu'il y ait un cadre social qui soit reconstitué. D'ailleurs, c'est ce que dit la CFDT de cheminots depuis 2018. La loi de 2018 avait mis à bas le cadre social. Il faut bien reconstruire quelque chose. Là, on était sur une première étape, en février, en disant, on met une plateforme de progrès social. Il y a un accord qui arrive, et finalement, l'adresse qui est donnée, c'est de dire, bah non, le gouvernement refuse le progrès social. Gaëtan Mena, l'accord signé le 22 avril va permettre aux cheminots, en gros, de cesser leur activité bien avant la majorité des Français. Mais comme le rappelle Bruno Le Maire, la question essentielle, c'est qui va payer pour cet accord? Alors, du coup, je vous pose la question, qui va payer? Et comment est-ce qu'on va financer tout ça? Alors, Jean-Pierre Farandou a apporté la réponse. Il a indiqué que cette mesure coûterait 35 millions d'euros par an. Et quand on regarde les comptes de la SNCF, eh bien, elle est en mesure de payer ces 35 millions. Pourquoi? Parce que en 2022, ce sont 2,4 milliards d'euros de bénéfices qui ont été dégagés par la SNCF, et en 2023, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc, si on en croit Jean-Pierre Farandou, les billets ne vont pas augmenter, donc ce ne seront pas les voyageurs qui paieront, et effectivement, ça ne sera pas aux contribuables, c'est-à-dire aux Français, via l'intervention de Bercy ou du gouvernement pour renflouer les caisses de la SNCF pour payer cette mesure. Ça, c'est effectivement ce qu'a présenté Jean-Pierre Farandou devant les sénateurs aujourd'hui, mais également devant le ministre de l'économie, puisqu'on rappelle que le ministre de l'économie a convoqué Jean-Pierre Farandou pour lui demander des explications. Je tiens à ce qu'il m'explique comment il finance cet accord qu'il a conclu, sans que nous soyons avertis, à asséner notamment Bruno Le Maire, je le rappelle. J'attends une explication convaincante et je veux régler un dysfonctionnement. Christophe Barbier, est-ce que c'est un avertissement du gouvernement aux dirigeants qui seraient tentés d'acheter la paix sociale? Au sens large. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un avertissement clair à tous les dirigeants, en tout cas ceux sur lesquels l'État peut avoir une pression, un peu de pression, de ne pas acheter la paix sociale sur le dos d'autres dépenses possibles. Parce que cet argent, même s'il n'est pas payé par le contribuable ou par le consommateur, c'est de l'argent qui n'ira pas dans l'amélioration des rames, dans l'amélioration des lignes, ou peut-être dans une baisse de prix, parce que les consommateurs attendaient aussi éventuellement une baisse de prix après les années d'inflation. D'où cette contestation. Je n'ai pas connu beaucoup des baisses de prix à la SNCF dans ma vie. Certes, mais si on sort du contexte inflationniste, on aurait pu penser qu'il y aurait quelques remises. Oui. 75% du salaire pour ne pas venir travailler. Quel salarié dirait non à une telle fin de carrière? Oui, sauf qu'à la SNCF, on peut le payer.
Parce que les gens qui sont obligés de prendre le train, ils prennent leur billet. Dans d'autres entreprises, on ne peut pas le payer. Parce que si vous augmentez les prix de ce que vous vendez, vous perdez les marchés. Et ça, c'est un véritable problème. Si aujourd'hui la concurrence était véritablement libre et non faussée dans notre pays, ce qu'on peut ne pas accepter, parce que c'est un service public, hein, le débat est ouvert. Mais c'est surtout que les conditions les billets SNCF seraient trop chers et on voyagerait avec des concurrents. Les conditions sont sans doute pas encore remplies pour ça. Mais surtout sur les financements que vous évoquiez, je me permets effectivement là-dessus, vous posez la question de savoir qui va le payer. La réponse a été apportée. Elle a été apportée cet après-midi au Sénat, ce sera certainement la même effectivement qui sera apportée. Elle est payée avec le travail des salariés. Voilà, cet accord, il est payé avec le travail des salariés. La productivité, le service rendu, la production effectuée, donc le travail des cheminots. C'est ça qui paye cet accord. Mais ça paye aussi l'entretien du réseau. Parce qu'il y a quand même une disposition effectivement qui a été posée par la loi en 2018 qui dit que les bénéfices de la SNCF retombent directement sur l'entretien du réseau. Or, aujourd'hui, une autre entreprise qui vient circuler sur le réseau, elle ne contribue pas autrement que par le péage des sillons, mais pas de la même manière. Donc aujourd'hui, effectivement, dire la concurrence n'arrive pas assez vite, il n'y a pas assez de concurrence, d'abord ça n'améliore rien, et en plus de toute façon, c'est bien l'opérateur public qui concourt directement à l'entretien du réseau, ce qui d'ailleurs est une dépense qui n'est pas assurée par la collectivité. Alors vous n'avez pas aidé, si j'ose dire, Monsieur Farandou, pas vous, mais notamment les syndicats qui sont plus à gauche que vous, CGT Sud, parce que ça a été perçu comme une victoire. Nous avons détruit la réforme des retraites bornes en profitant de la gentillesse de Monsieur Farandou. Vous avez parfaitement raison en perception. C'est une victoire du dialogue social. Ce qui n'est pas faux par ailleurs. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Quand le dialogue social arrive à conjuguer l'économique et le social, pourquoi ne pas s'en réjouir? Mais l'un des deux dialoguistes est viré. Oui. Juste pour revenir sur ce que disait Christophe, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à ce processus, notamment des entreprises privées qui ne veulent plus négocier des ruptures conventionnelles, puisque le gouvernement est parti à la chasse de ces ruptures conventionnelles. Vous savez, aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est de garder le plus longtemps possible les seniors. Donc, encourager, ou en tout cas dissuader les entreprises de s'en séparer. Eh bien, là aussi, certaines entreprises privées sont en train de négocier les mêmes accords. C'est-à-dire, ils proposent à leurs salariés seniors de rentrer chez eux et d'être payés pendant un certain temps 75% de leur salaire. Ça ne s'appelle pas une rupture conventionnelle, mais ça a les mêmes effets, c'est-à-dire se séparer des seniors. Et c'est peut-être cela aujourd'hui, en fait, que veut pourchasser le ministre de l'économie. Le temps file très vite. Deux, trois questions rapides. Oui. Christophe Barbier, le gouvernement a-t-il la capacité ou non de détricoter cet accord qui lui déplaît tant? Normalement, non. Non, on est bien d'accord. C'est signé. Après, il y aura un nouveau PDG. L'accord suivant peut remettre en question certains acquis, recalculer, etc. Mais ça sera à voir avec les partenaires sociaux. C'est parfait. Qui est pressenti pour remplacer Jean-Pierre Farandou? Alors, il y a quelques noms qui circulent. Oui, tout à fait. On parle d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, mais ça paraît assez peu probable dans la mesure où c'est elle qui a porté la réforme des retraites. Donc, on la voit mal arriver à la SNCF et dialoguer avec les organisations syndicales. L'autre nom, c'est Jean Castex, là encore, un ancien Premier ministre qui aujourd'hui est à la tête de la RATP et qui négocie de grosses primes pour les JO, entre 2 500 et 4 000 euros. Donc il est très généreux. Et, vous avez envie de revoir votre Castex, vous? Écoutez, en tout cas, ça pose la question de comment, dans ce contexte-là, on va négocier justement pour la mobilisation des salariés. C'est bien comme ça, donc il est prévenu. Le dernier nom, c'est Bruno Angle de l'AG2R La Mondiale, qui revient aussi sur le devant de la scène. Mais juste un point, effectivement, Thomas Cavell a raison. Il y a une négociation qui est en cours le 21 mai prochain. Il y a une menace de grève le 22 mai. Il y a une menace de grève pour le 21 mai, justement, pour négocier les primes pour les JO. Christophe Barbier, qui nomme le PDG de la SNCF, c'est le président de la République? Oui, mais il doit consulter, je crois, les assemblées. Je crois il y a une sorte, il y a de très rares récusations. C'est arrivé une fois dans une agence de l'État que les parlementaires récusent le nommer. Mais bon, il y aura une consultation avant. Et pourquoi pas un étranger? Et si on allait chercher, comme on l'a fait pour Air France, par exemple, une compétence à l'étranger pour peut-être ouvrir le débat? Qu'en diriez-vous? Oui. Bonne question. Ce que je peux vous en dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette question du successeur, de la successerie... Je sais pas, il y a des beaux trains au Japon, par exemple. Allez, hop, on vous amène un japonais, ils arrivent à l'heure. Mais vous savez, le ferroviaire est un très beau système, quel que soit le pays. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Farandou a porté cet après-midi au Sénat un plaidoyer très sincère sur le ferroviaire, qui est très juste et très vrai. Mais en tout cas, sur la question du nom qui va arriver, nous, ce qu'on peut effectivement dire, c'est que d'abord, il ne nous appartient pas, évidemment, d'être dans ces discussions-là, c'est même pas le sujet. Par contre, vu la qualité, ou en tout cas la manière dont le gouvernement voit le dialogue social et les partenaires sociaux, une chose est sûre, c'est qu'on sera certainement les derniers prévenus. Ça. Quel est le bilan de Farandou, finalement?
Plutôt bon. Il a été mandaté pour redresser les comptes de la SNCF. Il l'a fait. Il a été mandaté pour mettre en place la réforme ferroviaire de 2018. Il l'a fait. Les reproches qu'on pourrait lui faire, ce sont les grèves qui ont eu lieu, notamment, je pense à celle de décembre 2022, qui avait mis près de 200 000 voyageurs sur les quais, les empêchant de partir en vacances. Donc voilà. Donc ça a été assez compliqué quand même, le dialogue social avec Jean-Pierre Farandou. Mais globalement, il a été mandaté pour des missions très précises. Il passait son temps à recevoir. J'avais le chiffre. C'est absolument incroyable. Je crois qu'il a fait 70 rencontres l'année dernière. Avec les organisations syndicales, ça veut dire qu'il y a 52 semaines dans l'année. Donc 70 rencontres, je peux vous dire qu'en tout cas, il a... Oui, il a bien mené, les discussions avec les organisations syndicales. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales regrettent son départ. Oui, est-ce qu'on peut le dire en ces termes ? En tout cas, c'est un bilan qui est marqué par des crises. Crise sanitaire, crise économique, donc où il y a eu un besoin de dialogue social. Alors honnêtement, le dialogue social, il y a des fois où on n'était pas d'accord, ça pouvait être rugueux, mais en tout cas, il y avait une conviction partagée par les différents acteurs du dialogue social, que ce soit les organisations syndicales, en tout cas Jean-Pierre Farandou qui dit, qu'il est un infatigable, alors vous donnez les chiffres qui tendent à justifier effectivement sa position, mais en tout cas, ce dialogue social, il existait, des fois ça produit, et c'est d'ailleurs tout ce qui est paradoxal dans cette affaire-là, c'est que quand le dialogue social ne fonctionne pas, que ça aboutit à une grève, tout le monde est mécontent, c'est logique. Oui, vous avez raison. Le dialogue social fonctionne et aboutit à un accord, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à du mécontentement, effectivement, et à cette situation. Une toute dernière question, s'il vous plaît, une réponse rapide. L'Assemblée générale de la SNCF se tient la semaine prochaine. Est-ce que l'avenir de votre PDG sera au cœur de ces discussions, d'après vous ? Écoutez, ça, c'est une question de conseil d'administration, ça appartient à l'État. Nous, en tout cas, la question qu'on pose, vraiment, c'est quelle est la position et quelles sont les perspectives qui sont données par ce gouvernement au système ferroviaire et aux cheminots. Et aujourd'hui, c'est de l'inquiétude. Le message est reçu. Merci à